Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Gaëtan Van Goetsenhoven. Bonjour. Bonjour. Député régional, premier échevin de la commune d'Anderlecht. Anderlecht, un club bien connu, le RSCA. Alors, il n'y a pas eu de réception du gouvernement régional pour fêter le titre du club. Guy Van Engel disait « On ne trinque pas avec des gens qui ne sont pas corrects ». Ces gens, ce sont les responsables du RSCA. Mais vous, à Anderlecht, vous avez trinqué avec eux. Ben, écoutez, pour un 34e titre, il faut quand même un petit peu fêter. Maintenant, je comprends que les relations entre la région et le club sont plus mauvais, mais je m'étonne aussi un petit peu de la gestion très amateuriste de ce dossier, parce que ça fait maintenant 4 ans qu'il y a eu l'annonce du vice-président concernant finalement le choix du parking C pour accueillir le grand stade national qui devait aussi accueillir une équipe Fagnon, le RSCA. Et au bout de 4 ans, on voit ce dossier finalement achoppé. Donc je peux comprendre les frustrations, mais je crois pouvoir dire que ce dossier très ancien, très compliqué, a été malheureusement géré avec une certaine légèreté. Et aujourd'hui, après finalement, non pas 4 ans, mais 10 ans de réflexion, on se retrouve sans réelle solution pour abriter le stade national et surtout l'équipe d'Anderlecht. De la frustration à la commune, vous n'en avez pas parce que le club vous fait quand même un peu danser sur votre tête en disant qu'il reste, on prévoit d'agrandir le stade, puis non, on part à l'Eurostadium, le stade national, et puis tout compte fait, on va peut-être pas y aller. C'est quand même difficile au niveau de la commune de gérer ce dossier. C'est extrêmement difficile. J'escorte ce dossier depuis 10 ans. Et vous n'êtes pas rancunier par rapport au club? On n'est pas rancunier parce qu'on commence à connaître les uns et les autres. Malheureusement, il y a eu beaucoup trop de parties de poker menteurs dans ce dossier et je pense que chacun aurait intérêt, région, commune et RSCA, de jouer carte sur table parce que pour l'instant, tout le monde est perdant. Ouais, vous n'avez aucune assurance que le club va rester à Anderlecht pour l'instant? Les choses ne sont pas claires et encore une fois, il y a beaucoup trop de non-dits. Aujourd'hui, il faut très clairement que chacun sache à quoi s'en tenir parce que c'est vrai que malgré les festivités qui entourent ce titre, la question de l'avenir n'est absolument pas réglée à l'heure actuelle et on peut le déplorer. Imaginons que le club reste à Anderlecht. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le stade? On doit tout recommencer à zéro? Mais il faut d'abord savoir si le RSCA réactive son dossier d'agrandissement. Ça, les choses ne sont pas très évidentes de ce point de vue-là. Alors, il faudra repartir sur une enquête publique, etc., donc à peu près 2 ans. Ou alors l'option B, c'est-à-dire que le RSCA veut quitter néanmoins son enseigne actuelle et aller, mais alors vers où? Et ça, c'est la grande question. Et alors, on repart vers une nouvelle aventure, mais après 10 ans de tergiversation, 10 ans de procrastination, de discussion, d'une multiplicité finalement de pistes qui sont mortes les unes après les autres, il serait temps maintenant de reprendre ce dossier sereinement, sérieusement et avec l'ensemble des parties pour éviter cette espèce de jeu de cache-cache qui a mené à rien jusqu'à présent. Mais quoi qu'il en soit, quand on vous entend, on voit bien que ça va encore prendre des années et des années avant qu'on aboutisse à quelque chose de concret. Inévitablement, la sortie de route de la participation au grand projet du Stade national, de facto, nous ramène à peu près à zéro à l'heure actuelle, oui. Alors on va parler du quartier Evart, près du canal, hein, bien connu notamment pour les ventes de voitures qui s'y font. Eh bien on a appris qu'il va faire l'objet d'un contrat de renouvellement urbain, les fameux crus que la région lance, dans l'objectif de le dynamiser. C'est un outil que vous attendiez, ça? C'est important parce que le départ programmé des vendeurs de voitures de seconde main doit s'accompagner par une reprise en main du foncier du territoire. C'est un quartier post-industriel, c'est un quartier compliqué par sa structure. Il faut que les pouvoirs publics puissent intervenir pour amener une amélioration environnementale, une amélioration du bâti, une plus grande lisibilité de la structure urbaine. Et par rapport à ça, bien sûr, on peut compter le cas échéant sur des investissements privés, mais il faut que la cohérence soit aussi portée par le public. Et donc, ce cru est un des outils qui nous permettra de répondre finalement à cette nécessaire évolution du tissu urbain. Mais est-ce qu'on est sûr que les vendeurs de voitures vont partir vers cette plateforme qui doit être créée du côté du port? On parle d'un horizon 2020. Est-ce qu'on est sûr qu'ils vont être motivés et s'en aller? Mais je pense que la plupart, en tout cas ceux qui sont un petit peu cohérents et qui regardent l'avenir, se disent qu'effectivement un jour il va se passer quelque chose. Le problème dans ce dossier, j'ai eu à le déplorer, c'est qu'il y a des retards quant à la mise en œuvre de la plateforme multimodale qui doit accueillir dans ce secteur sur l'avant-port. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, seule une partie des terrains pour ce fameux RoRo ont été acquis. Et donc aujourd'hui, c'est un projet qui prend du retard et il faut surtout éviter
que les vendeurs, enfin que le commerce des voitures de seconde main commence à douter de la volonté du gouvernement de porter ce projet à bien rapidement. Sinon, on risque bien entendu de voir l'évolution de ce quartier entravée. 2020, vous y croyez ou pas pour cette écoutez, plateforme? 2020, on nous avait 2017, déjà hein. annoncé 2017, 2020, ça reste tenable, mais alors il va falloir que les décisions fondamentales soient prises sous peu et arrêter évidemment de remettre à plus tard un certain nombre de dispositions. Alors le centre historique d'Anderlecht, on va y tester à partir du mois d'août un espace apaisé devant le métro Saint-Guidon, espace apaisé, on n'ose pas dire piétonnier à Anderlecht? Si, enfin, on ose dire un piétonnier. D'ailleurs, la place de la Vaillance va, une fois que le parking souterrain sera créé, va devenir un piétonnier. Ici, il y avait une demande de la STIP d'envisager une amélioration de l'espace devant la station Saint-Guidon. C'était aussi d'ailleurs la possibilité de tester la question de voir où situer les entrées du futur parking souterrain. Voilà, c'est une volonté de la STIB. Et comme il n'y avait pas de réponse évidente à donner à cette vision, il a semblé important de faire une phase test durant laquelle on va aussi voir quels sont les impacts sur la mobilité, sur le commerce, avant de prendre des dispositions finales qui pourraient être, le cas échéant, impactantes ou pas particulièrement positives. Alors ici, on parle de 3 à 6 mois de test. Est-ce que vous n'avez pas peur du syndrome du centre-ville où finalement on teste quelque chose et puis pendant des années, ça reste dans l'entre-deux avant un aménagement définitif? Non, certainement pas. Il faudra que dans ce délai, il y ait les réponses, parce que s'il n'y a pas de réponse, c'est que le test n'a pas été bien fait. Ouais. Or, nous avons été, au sein du collège, extrêmement clairs sur les objectifs et les réponses à apporter. Et donc, on ne va pas faire traîner ce test. En tout cas, c'est certainement pas la vision que j'en ai. C'est un test qui doit répondre à des éléments très clairs, de façon précise, et puis on en tirera les conclusions avec, évidemment, les impacts positifs et les impacts négatifs qui sont induits. La plateforme Vaillance s'interroge. Je dis pourquoi faire un test maintenant alors que le parking souterrain n'existe pas encore? Parce que finalement, les résultats de ce test, ils seront complètement obsolètes une fois que le parking existera. Il y a des éléments qu'on peut déjà vérifier. Et puis, encore une fois, c'est d'abord et avant tout une demande de la STIB, qui est un partenaire important du centre historique, qui aura aussi un impact extrêmement important dans la réussite du projet global du centre historique, qui fait l'objet d'ailleurs d'une étude assez large que je pilote en tant qu'échevin d'urbanisme. Et donc, voilà, il y a eu cette demande. Comme nous n'étions pas en position de dire que ce qui était proposé par la STIB était bon ou moins bon, cette phase test était le meilleur moyen de vérifier in situ quelles pouvaient être les conséquences et le cas échéant de dire écoutez, il faudra arrêter tout simplement, modifier un certain nombre de choses ou le cas échéant considérer que l'option est tout à fait correcte et apporte finalement un plus au centre de la commune. Ouais, il y a une idée assez ancienne qui circule régulièrement, c'est celle de rendre piétonne la rue Hoyer, rue commerçante importante. Est-ce que ça c'est une idée qui pourrait aboutir? Très franchement, j'en doute. Pour la bonne et simple raison que pour l'instant, il y a la volonté de faire passer le tram par cette rue Hoyer, donc ce ne serait pas un piétonnier, mais au mieux un site propre de la STIB aménagé. Donc, oui, mais enfin, il y a des endroits, quand on voit à Strasbourg, voilà. C'est comme ça que ça mais se passe. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec les moyens dont nous disposons et la santé générale de la rue Hoyer, cette option me paraît effectivement peu adaptée à la réalité des choses. En tout cas. Absolument pas. Et encore une fois, on voit que dans les villes, qui ont mis des piétonniers en œuvre, le piétonnier renforce la structure urbaine. Si la structure urbaine est saine, si elle connaît des difficultés, elle apporte un degré plus important de difficulté. Donc, à l'heure actuelle, la question est le redressement de la rue Hoyer et du potentiel du centre de la commune avant de commencer à jouer aux apprentis sorciers. Et pour vous, cette redynamisation ne passera pas donc par un piétonnier. On va parler des avions. La région demande la création d'un observatoire fédéral neutre concernant l'emploi à l'aéroport national. On sait qu'on a des chiffres qui circulent. On manque de données fiables là-dessus, savoir combien de personnes travaillent et puis qui y travaille, d'où viennent les gens. C'est important d'objectiver ces éléments? C'est sans doute important d'avoir ce genre de données, mais au-delà de ça, il serait vraiment essentiel dans cette région
qu'au-delà de la recherche de statistiques, on mène des politiques très proactives en direction finalement de ces gisements d'emploi qui existent à proximité immédiate de Bruxelles. Depuis 2013, il existe un Brussels Airport Institute auquel participe Actiris. On ne voit pas à l'heure actuelle de réels résultats. Donc c'est bien d'avoir des statistiques, c'est bien de communiquer dans la presse, c'est encore mieux de pouvoir s'emparer de ces dossiers et de produire un certain nombre de résultats en faveur de l'emploi des Bruxellois. Et par rapport à ça, malheureusement, je n'ai pas l'impression que nous soyons suffisamment actifs. Selon une étude là, qui a été commanditée auprès de la KUL, il y aurait 18% de Bruxellois qui travailleraient à l'aéroport et puis donc tout ce qui est autour de ça. C'est pas suffisant pour vous? On n'exploite pas assez? Absolument pas. Je pense que nous devons agir. J'encourage le ministre de l'Emploi, Gosselin, de non seulement s'intéresser aux statistiques, mais fondamentalement de forcer toutes et tous à s'emparer de cette question et à être proactifs, parce qu'il y a, je pense, encore des gisements d'emploi qui sont aujourd'hui trop peu exploités. Et voilà, nous laissons passer un certain nombre d'occasions. Alors nous déplorons ensuite d'année en année un certain nombre de chiffres qui sont mauvais. Mais encore une fois, les statistiques ne serviront jamais à rien si derrière il n'y a pas une volonté forte de glaner un certain nombre de résultats. Alors, question sur l'avenir du cinéma Pathé Palace, ce cinéma qui est sur les boulevards du Centre, qui doit être dévolu à l'art et essai. La Fédération Wallonie-Bruxelles peine à finaliser les travaux, à payer tout ça. Ça a déjà coûté quelques millions d'euros. Il était question à un moment de le vendre. C'est une option pour vous? Écoutez, ce serait le signal d'un échec global, à la fois de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi pour l'image de notre région, apporter un grand projet culturel. On a déjà investi 20 millions d'euros là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, en quelque sorte, vendre à perte un bijou de cette importance pour y faire quoi? Ce serait... Et si on n'a pas les moyens de le faire fonctionner et de terminer le chantier? Mais écoutez, il y a des partenaires qui doivent se mettre autour de la table. Quand j'entends le ministre-président me dire, écoutez, l'un des éléments du problème, c'est que Mme Milquet avait un poids politique, Mme Gréoli ne l'a pas et n'a pas l'air de beaucoup s'intéresser à ce projet. Moi, je trouve ça terriblement choquant, à la fois en tant que député à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais en tant que Bruxellois également. Pour vous, c'est un manque d'intérêt de la ministre de la Culture? En partie, il y a des problèmes budgétaires, mais il y a aussi un manque d'intérêt politique qui fait qu'on ose dire qu'on va finalement brader ce bijou de la culture. Et qui doit payer alors pour terminer ça? Il faut que les parties prenantes, et je crois qu'il y a une solution, c'est qu'on mette la région, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles à minima autour de la table et qu'on voit comment l'ensemble de ces institutions ensemble peuvent porter ce projet et peuvent évidemment lui donner un destin. Mais l'ensemble de ces parties, à raison, voudront naturellement participer à la décision. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'en dehors de quelques communiqués de presse, on n'a pas encore consacré beaucoup de temps à ce projet et à force d'évoquer le pire, on risque d'y advenir, ce qui serait intolérable de mon point de vue. Et un opérateur privé, culturel, pour vous, ça ne pourrait pas être une bonne solution? Écoutez, on a déjà investi 20 millions d'euros de l'argent public. Mais on lui vendrait. Oui, mais on ne pourra jamais vendre ça à ce prix-là. En plus, il y a encore 2,7 millions qui doivent être investis avant l'ouverture. Et donc, voilà, on va en quelque sorte abandonner un projet fondamental pour le cinéma au cœur de Bruxelles qui doit valoriser nos cinéastes dans ce qui est finalement une des villes les plus importantes du monde. On l'a vu encore récemment durant les derniers jours. Et donc, on va finalement s'en débarrasser, peut-être pour un projet valable, mais aujourd'hui, qui peut garantir que le projet public sera de même nature que celui qui a été longuement et difficilement mis sur pied durant de très longues années? Je crains malheureusement qu'on ne pourra pas le garantir non plus et que ce sera un signal finalement d'échec quant à l'ambition de faire vivre quelque chose de fort et de réellement influent sur la création au cœur du cœur de ce qui est la capitale de ce pays, mais aussi la capitale de l'Europe. Ok, bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, il y aura 2 bourgmestres comme invités, Olivier Deleuze et Marc-Jean Gaessels. Bon week-end à tous.